Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui ça va être un nouveau book haul avec un petit avis de lecture, un tout petit puisque le livre est tout petit. Avant de commencer, avis de lecture, je voudrais d'abord remercier Dilikash, j'espère que je prononce bien, est-ce que c'est Dilikash ou c'est Dilikash? Donc merci beaucoup à cette équipe formidable qui est à Coignères. Donc c'est suite à mes vidéos, on m'a contacté, on m'a proposé un bon d'achat de 20 € que j'ai utilisé pas en totalité. Là j'en ai pour 17 € de tout ça. Vous vous rendez compte? Franchement, foncez acheter de l'occasion. Moi qui étais la première à dire je n'aime pas lire après les gens. Mais quand vous avez tout ça, pour 17 €, même pas un prix d'un livre à brochet des fois, vous dites que oui, finalement c'est peut-être pas mal en fait. Et pour le prix que ça coûte, l'état est parfait, j'ai envie de vous dire. Surtout que quand vous êtes sur place, vous pouvez sélectionner l'état qui vous convient le mieux. La seule chose, c'est qu'il faut les dépoussiérer, nettoyer un petit peu. J'ai pas encore fait ça, mais je vais le faire. Je vais enlever toutes les étiquettes après. J'ai pas eu le temps, donc du coup, je vous présente tels qu'ils sont les bouquins, et puis ensuite, je m'occuperai de le nettoyage, etc. Enfin, c'est que de la poussière, hein, c'est pas bien grave. Voilà, en tout cas, il y a un peu de tout et beaucoup d'horreur. Vous allez voir tout ça. On y va. D'abord, on va commencer par un petit avis. J'ai terminé ce petit livre, Madame de Lafayette, la princesse de Montpensier. Et je ne suis pas très fan en fait. C'est un livre que j'ai acheté neuf aux éditions Hugo Poche, que j'ai lu assez rapidement parce qu'il n'y a même pas 100 pages, il me semble 84. Non, 89. Voilà. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Il n'y a pas grand chose que je peux vous dire. Si je vous raconte tout, je vais tout spoiler. Pour être brève, ça parle un petit peu d'adultère, ça parle de l'amour, de passion, de mariages qui se sont faits mais non désirés finalement, donc des mariages plutôt arrangés, et des amourettes en cachette. Donc je peux vous lire quatrième de couverture et je pense qu'on va en terminer là cette discussion puisque il n'y a rien à lire en fait, il n'y a même pas 90 pages, hein. Donc voilà, sinon ça va être trop. Donc pour vous dire, la princesse de Montpensier suivie de la comtesse de Tende, en fait c'est une... donc Madame de Lafayette, à la base, si vous voulez que je vous parle un peu d'elle, donc ses années de vie, 1634-1693, à la base, elle s'appelle Marie-Madeleine Pioche, de la Vergne. Issue d'une famille de petite noblesse, introduite dès l'âge de 16 ans auprès de la régente Anne d'Autriche, est une observatrice avisée des mœurs et des intrigues de la cour. Son salon littéraire parisien attire écrivains et grands esprits de son époque, dont ses amies, Madame de Sévigné, on va lire d'ailleurs ses lettres, Henriette d'Angleterre ou la Rochefoucauld, l'auteur des Maximes. Donc la princesse de Montpensier, son premier récit paraît en 1662, quand elle a presque 30 ans, 28 je crois, auquel fera écho bien plus tard son œuvre la plus célèbre, La princesse de Clèves. Je n'ai pas lu. Mais je vous dis honnêtement, je n'étais pas trop attirée par ce livre, donc je ne sais pas si je vais lire La princesse de Clèves. Bon, c'est un classique tout de même, voilà. En 1566, à la cour des Valois, Marie de Mézières, jeune héritière d'une grande beauté, aime depuis l'enfance le duc de Guise, et en est aimée en retour. Elle est contrainte d'épouser un autre homme. Jaloux de la puissance des Guises, les Bourbons ont arrangé son mariage avec un prince de leur maison, Montpensier. Elle devient Madame de Montpensier et se résigne à son sort, jusqu'à ce que son regard croise à nouveau celui du duc, ravivant une flamme qu'elle croyait éteinte. Et donc, ici, nous avons une des plus belles princesses du monde, qui aurait sans doute été la plus heureuse si la vertu et la prudence eussent conduit toutes ses actions. Donc, publiée anonymement en 1662, La princesse de Montpensier dépeint la force dévastatrice de la passion amoureuse dans une société déchirée par les guerres de religion. Considérée à sa publication comme un petit chef-d'œuvre, ce court récit fonde l'art classique de la nouvelle. Plus concise encore, La comtesse de Tende, inédite jusqu'en 1678, raconte aussi l'histoire d'un amour adultère, mais avec une plus grande noirceur. D'ailleurs, c'est celle-ci que je préférais plus à la première. Donc, à travers ces deux nouvelles historiques, Madame de Lafayette entend montrer les ravages de la passion dans l'existence d'une femme. La princesse de Clèves leur fera écho en 1678. Voilà.
c'est terminé pour celui-ci. Maintenant, je vais vous parler de tout ce que j'ai pris. Et attention, comme je vous ai déjà dit, si vous voulez pas être spoilé, puisque je vous lis quand même les quatrièmes de couverture, vous pouvez tout simplement aller dans les chapitres. Les chapitres, c'est le timing qui se trouve en dessous de cette vidéo, donc dans la barre d'informations, que vous déroulez, vous appuyez sur le temps qui vous correspond pour voir tout simplement les livres, et si vous voulez pas entendre les résumés de ces bouquins. Donc moi je vais commencer, en fait il y a un peu de tout, il y a pas mal de thrillers, je pense qu'on va garder le meilleur pour la fin, donc les thrillers à la fin. Il y en a également un peu, bon, bah, il y a que des thrillers quasiment, après il y a un peu de classiques on va dire, et classico-histoire, en fait ça fait un peu thriller-histoire, ça fait, voilà, c'est un thriller assez connu, donc bon. On va donc commencer peut-être par du classique. Je m'excuse pour la manucure, je n'ai pas eu le temps de le refaire. Bon. Maupassant, le Horla, c'est ce que je voulais acheter l'autre fois, mais il n'était pas disponible. Cette fois-ci, je suis tombée dessus, je l'ai pris, donc 99 centimes son prix. La colle qui reste, ça c'est pas cool. Donc, le Horla et autres récits fantastiques, édition de Marianne Bury. Ce sont des classiques livres de poche. Bon, ça, je crois que c'est le plus mauvais état que j'ai pris, donc vous pouvez vous imaginer que franchement, les autres, elles sont quand même en un très bon état. Hein. Voilà. Donc, nous avons ici c'est pas très long, hein, on n'est pas, même pas à 400 pages. C'est assez dense, il y a quand même quelques illustrations, donc je pense que ça va se lire quand même assez rapidement. Après tout dépend, Maupassant, il faut aimer, moi j'aime beaucoup. J'ai un petit peu découvert le Maupassant à travers ces quelques extraits que j'ai lus dans les petits folios, vous savez, qui étaient en vente lors des fêtes de Noël surtout. Là je ne sais pas, je pense qu'il y en a encore qui étaient à 2 €, des petits livres qui sont environ à 100 pages, pas plus. Et donc j'ai découvert à travers ces petits extraits et j'ai beaucoup aimé, donc c'est pour ça que je voulais absolument avoir le Horla, voir qu'est-ce que je pense. Donc ce volume regroupe des récits fantastiques de Maupassant, rédigés pour la plupart entre 1882 et 1887, à les lire rassemblés selon leur ordre de publication. On s'aperçoit que l'élément fantastique est une constante apparue très tôt dans son œuvre. D'ailleurs, s'agit-il vraiment de fantastique? Rien de surnaturel ici, ni de merveilleux, mais des histoires où perce l'angoisse et la cruauté, où se mêlent la folie et la peur, jusqu'à la division de l'être, qui continue envers et contre tout à s'analyser avec lucidité. Le génie de Maupassant est de rendre le lecteur captif. Ça, il sait bien faire. Je déteste lire des descriptifs, des descriptions dans les bouquins, et lui, il le fait et il le mène de main de maître. J'adore. Vous êtes complètement dedans. Donc, le génie de Maupassant est de rendre le lecteur captif, de faire vaciller ses certitudes et de lui suggérer avec naturel et simplicité que le fantastique et l'étrangeté sont intimement liés à la vie ordinaire. Donc voilà, je suis trop contente. Ensuite, j'ai pris Andersen, Conte choisi, préface d'Alain Faudmet, aux éditions Folio, pareil, était 99 centimes, traduit par P.J. Le Chesnais. On enlève le prix. Ici, nous sommes un peu plus de 340 pages. C'est dense sans être trop dense, ça va. Donc, un grand-père fou, une mère servante, un père qui est le plus pauvre des cordonniers de Reims, où il naît en 1805. À 14 ans, il arrive à Copenhague, vit dans le quartier des prostituées, il ne comprend pas de quoi il s'agit. C'est au chant, à la danse, à l'art dramatique, tombe amoureux d'une petite bossue, plus tard d'une prestigieuse cantatrice, sans d'ailleurs avoir avec elle ni aucune autre femme le moindre rapport. Des romans, des poèmes, des pièces de théâtre, puis les merveilleux contes. Très vite, le fils du plus pauvre des cordonniers de Reims devient un des hommes les plus célèbres et fêtés d'Europe. Traduit en 15 langues et jusqu'en bengali, il est invité par les souverains dans leur château, accueilli à Weimar comme un autre Goethe, et lorsqu'il va à Londres, c'est chez Dickens qu'il descend. Le conte de ma vie s'achève en 1875, au moment où le vilain petit canard va rejoindre au pays de la Reine des Neiges la petite marchande d'allumettes et la fée au sureau.
La petite marchande d'allumettes, je la connais déjà. Ah bon, le vilain petit canard aussi, il l'a fait aussi sur Rouge, ça me parle pas du tout. La Reine des Neiges, bien évidemment. Voilà. Bon, écoutez, même étant adulte, j'adore les contes. Je les collectionne. Ensuite, pareil, 99 centimes, Henri Troyat, donc de l'Académie française. Votre très humble et très obéissant serviteur. Voici. Bon, désolée pour les reflets, j'étais obligée d'allumer la lumière parce qu'il fait très très sombre. Donc c'est un roman d'un classique, Henri Troyat, j'allais dire Robert Sabatier, non, Henri Troyat. Donc ici nous sommes aux éditions Le Grand Livre du Mois, donc l'Académie française. Ah, édition Flammarion. C'est écrit très gros. Donc je pense que ça se lira très très vite. Bon après on s'en fout des fois comment c'est écrit, dense ou pas très dense. Ça peut être pas dense du tout, mais ça peut être tellement complet et complexe que ça peut se lire très lentement et il peut durer assez longtemps. Donc ici nous sommes à même pas 250 pages. Il est en super bon état ce livre. Je me demandais si ça fait pas suite de la Barigna, il faut que je regarde. Parce que j'ai la Barigna en 2 exemplaires en plus. Ces miracles que le jeune Constantin Chevezov ait obtenu par l'entremise de son ancien professeur de français Joseph Poutier, un emploi de secrétaire dans la chancellerie de l'impératrice Catherine II. De ce poste d'observation proche du trône, il suit avec avidité les intrigues de cour et les expériences amoureuses de la tsarine, insatiable et dévoreuse d'hommes. En 1786, comme un des favoris du moment prend ombrage de l'intérêt que sa majesté porte à son fidèle secrétaire, il est éloigné du palais et envoyé en mission à Paris. Là, il revoit Proutier et s'éprend d'une femme très belle et très autoritaire, Laure, laquelle par certains côtés lui rappelle la souveraine de toutes les Russies. Mais Laure ne paraît guère affectée par les premiers débordements de la Révolution, alors que Constantin, habitué à la discipline du peuple russe, s'effraie des exactions dont s'accompagne la naissance d'une nouvelle société. Au plus fort des massacres, il prend en horreur la violence et la démagogie française et profite de la première occasion pour retourner en Russie. Or, là, il est le témoin impuissant des complots qui entourent la fin du règne de Catherine II. À la mort de la tsarine, son fils Paul Ier, un déséquilibré, plonge le pays dans une autre terreur, celle du despotisme. Puis c'est le doux Alexandre Ier qui, malgré ses intentions généreuses, doit se lancer dans une guerre sans merci contre Napoléon. Votre très humble et très obéissant serviteur est une peinture puissante de l'opposition entre la Russie de la tradition et la France de la subversion, entre le goût de l'ordre et celui de la liberté, entre l'habitude de plier les chines et la fierté de dire non. Ça c'est sympa ça. Désolée, je l'ai posé, ça s'est collé. Enfin, voilà. Donc, pareil, ça m'attire pas mal. Ensuite, un livre, mais vraiment en parfait état, quoi. En superbe état, à 99 centimes, un livre de Michel et Franck Jouve, 100 histoires vraies de Noël. Bon, en parfait état jusqu'à ce que je vois ça. Je sais pas si elle était abîmée ou c'est moi qui l'ai abîmée. Mais ça, c'est pas grave. Franchement, au lieu de 12,90, ce n'est que la jaquette. On enlève la jaquette et le livre, il est parfait. Voilà. Moi, j'ai voulu le prendre parce que j'ai trouvé ça sympa. Il est vraiment superbe. En super bon état. Franchement, un très beau livre en plus. Et donc ici, on va découvrir les histoires de Noël par an. Donc, par exemple, l'an 336 débute et on y va jusqu'à l'an 2010. Et donc, ça sent vraiment neuf. Hein. Il est superbe. Et donc voilà, ça se présente comme ceci avec de belles images. Donc ici, ça s'est passé à Noël par exemple. La première radio, le baptême de Clovis, la mort de Charlot, le couronnement de Charlemagne, la station Mir ne répond plus, le lancement de la fusée Ariane, le succès de Cyrano de Bergerac, l'attentat contre Napoléon Bonaparte, la voiturette de Louis Renault, et bien d'autres événements à découvrir dans ce petit livre fourmillant d'informations sur la plus belle fête de l'année. Peut-être que je vous ferai même une vidéo concernant peut-être une courte vidéo qu'est-ce qui s'est passé en telle année, etc. à Noël.
Donc ça peut être sympa et très intéressant. Ça c'est des éditions chroniques. Nous avons ici 144 pages. Franchement, très beau livre, relié en plus. Voilà. Ensuite, donc c'est terminé avec les livres classiques, plus ou moins classiques. Là, on va passer à un peu, on va dire un peu histoire, thriller, et puis thriller d'un coup tout de suite, enfin, policier et thriller. Donc 99 centimes pareil. James Ellroy, l'Odalia noir, au rivage noir. Ça m'a attiré ce livre parce que bon, j'adore déjà ce nom d'Alia Noir, j'avais déjà entendu parler et j'avais envie de bouquiner. Bon, il n'est pas en super bon état, mais ça va. Ça va pour un ancien livre. Ah oui, celui-là, il y a vraiment pas mal de poussière. Hein. Donc, il faut que je le nettoie. On n'est pas loin de 105 pages. Il est très très dense quand même. Hein. Vraiment très dense. Et ça fait vraiment à l'ancienne. Et je pense qu'il a été bien lu et aimé. Donc le 15 janvier 1947, dans un terrain vague de Los Angeles est découvert le corps nu et mutilé, sectionné en deux au niveau de la taille d'une jeune fille de 22 ans, Betty Short, surnommée le Dahlia Noir, par un reporter à cause de son penchant à se vêtir totalement en noir. Le meurtre est resté l'une des énigmes les plus célèbres des annales du crime en Amérique. Si Elroy ou Elroy, je ne sais pas comment on le prononce, exorcise son passé, c'est un maître écrivain qui le fait. Et si l'histoire de sa vie explique la noirceur de son œuvre, elle laisse intacte la lumineuse limpidité de son talent. Ça, c'est un avis de Patrick Reynal, de Nice Matin. Et ensuite, on a aussi un avis de Tanis Kmetik de Télérama, une lecture qui vous ravage, une écriture si puissante que le livre explose entre vos mains. Voilà, ça promet. Ensuite, un petit peu plus light, on va dire, une série policière dans la grande tradition classique de Christian Jacques, que j'ai payé 2,99. Ça, c'est le tome 4, moi j'ai le tome 1. Écoutez, j'ai lu comme ça, vite fait, brièvement, le résumé, et j'ai bien l'impression que ça ne parle pas que d'Égypte. On verra bien, c'est J-Édition. On a même ce marque-page encore dedans. Je trouve qu'il est en très bon état, sauf que peut-être il a été un peu mal conservé puisqu'il a jauni par endroits. Donc bon, après ça, sauf ça, il est en très bon état, comme neuf. Hein. Et nous sommes ici à 250 pages. L'assassin les aimait brunes, plutôt jeunes et avec un sens aigu de la chasse. Détestait les femmes oisives, il tuait ses proies selon un protocole immuable et semblait laisser derrière lui de précieux indices. Et personne, jamais, ne parviendrait à l'identifier. Personne, sauf peut-être l'inspecteur Higgins, s'il comprenait pourquoi l'assassin agissait ainsi. Donc quelques mots sur Christian Jacques, mondialement connu pour ses romans sur l'Égypte ancien. Sur l'Égypte ancienne, Christian Jacques nous invite à découvrir les passionnantes investigations d'un inspecteur de Scotland Yard hors du commun. Écoutez, à découvrir également. Donato Carisi, j'en ai déjà un de ses livres sur les poupées, me semble. Je crois que c'était la maison des poupées, un truc comme ça. Je sais plus. Ténébra Roma, par l'auteur de Chuchoteur. Chuchoteur, je vous avoue, ça me fait trop peur. Donc je ne l'ai pas pris. 99 centimes, donc un thriller aux éditions Livre de poche. Il n'est pas très gros. Il fait même pas 330 pages. Donc Rome va plonger dans les ténèbres pendant 24 heures. Toutes les lumières de la ville vont s'éteindre. Dès le crépuscule, un tueur de l'ombre se met à frapper. Aucun habitant n'est à l'abri, même enfermé à double tour. Crime après crime, le mal rejaillit sous sa forme la plus féroce. Marcus, pénitencier, qui a le don de déceler les forces maléfiques, échappe de peu à ce bourreau mystérieux. Mais qui a pu lui vouloir une mort si douloureuse? Épaulé par Sandra, un photographe de scène de crime pour la police, il doit trouver la source du mal avant qu'il ne soit trop tard. L'amour des livres, donc un avis, l'intrigue sombre se déploie avec un sens du suspense toujours aussi efficace. Voilà. Traduit de l'italien par Anaïs Bouteille-Bocobza.
Ensuite, nous avons Luca d'Andrea. Je ne connais pas du tout cet auteur, L'essence du mal. Le livre est quasi neuf, même encore avec sa jaquette. Donc Luca d'Andrea, il est né en 1979 à Bolzano, dans le Tyrol du Sud, où il vit encore. Luca d'Andrea est romancier et scénariste. L'essence du mal, son premier roman, lui a valu d'être comparé à Stephen King et Jo Nesbø. C'est pour ça que j'ai pris, en fait. Je pense que c'est ça qui m'a plutôt attirée. On va enlever cette jaquette pour voir entièrement la couverture. Donc 1,99 € pour ce livre, aux éditions Folio Policier. Voilà. Très jolie couverture. On est à un peu plus de 500 pages. Donc on repeint La Voix est libre, et donc à lire de toute urgence. Traduit de l'italien par Anaïs Boutet-Bocobza, j'avais déjà dit, je crois, en 1985, dans les montagnes hostiles du Tyrol du Sud, 3 randonneurs sont retrouvés dans la forêt de Blätterbach. Leur corps mutilé au-delà de l'imaginable. Personne n'a jamais su ce qui s'est passé. 30 ans plus tard, Jeremiah Salinger, réalisateur américain de documentaires marié à une femme de la région, entend parler de ce drame mystérieux et part à la recherche de la vérité. À Siebenok, petite ville des Dolomites, où le couple s'est installé, les habitants voient d'un mauvais œil son enquête, comme s'ils craignaient qu'elle ne déterre des secrets enfouis depuis des décennies et ne rouvre des plaies jamais vraiment cicatrisées. Très suspect, enfin très énigmatique, j'ai l'impression. On verra bien. Ensuite, j'ai trouvé 2 livres de la même série que vous vous souvenez peut-être. J'avais acheté en Haute-Savoie. Donc chacun des deux coûtait 1,99 €. J'avais trouvé à Haute-Savoie le livre sans nom. Et je crois qu'il n'y avait même pas de nom de l'auteur. Et bien là, j'ai l'impression que c'est la suite. Ils sont tous dans le même style noir. Très sombre. Fait peur. Donc ils sont aux éditions Livre de Poche Thriller. Et font chacun environ 500 pages. C'est ça. On est à 490. Bon. L'état, bon, sans plus, un petit peu usé, mais sinon, bon état quand même. Donc ici, nous avons le livre de la mort et le cimetière du diable. Je ne sais pas lequel va après lequel, on va regarder peut-être par rapport aux dates. Donc anonyme, voilà, le nom de la personne, anonyme, et à la base, c'est Sonatine Édition. Donc là, c'est 2012, et là, c'est 2010. Donc le premier, c'est le cimetière du diable. Vous n'avez pas lu le livre sans nom ? Non, pas encore. Vous êtes donc encore de ce monde, et c'est tant mieux. Parce que vous allez pouvoir assister à un spectacle sans précédent, mettant en scène Judy Garland, James Brown, Blues Brothers, Kurt Cobain, Elvis Presley, Janis Joplin, Freddie Mercury, Michael Jackson et le Bourbon Kid. Les héros du livre sans nom se retrouvent en effet dans un hôtel perdu au milieu du désert pour assister à un concours de chant non prometteur, Back from the Dead. Imaginez un dit petit nègre rock revu et corrigé par Tarantino. Vous y êtes, c'est encore mieux. On verra. Et puis donc, l'autre, c'est le livre de la mort. Officiellement mort, le Bourbon Kid pourrait en profiter pour couler des jours heureux en compagnie de Bess, son amour de jeunesse enfin retrouvé. Encore faudrait-il que sa nouvelle identité reste secrète, sans quoi ses nombreuses victimes et ses ennemis, plus nombreux encore, risqueraient bien de s'unir pour se venger. Mais quand Bess est kidnappé et qu'il s'avère aussi être le seul à pouvoir sauver Santa Mondega d'un terrible bain de sang, le Bourbon Kid n'a plus qu'une solution, revenir d'entre des morts, plus sauvage et plus impitoyable que jamais. Un 4e épisode des aventures de Bourbon Kid, encore plus déjanté et jubilatoire que les 3 premiers. Donc il m'en manque un. Si c'est le 4e, il y en a, justement le 3e, j'en ai pas. Donc j'en ai le livre sans nom, ensuite c'est le cimetière du diable, il m'en faut le 3e, et puis celui-ci c'est le dernier. Alors cette saga est un ovni littéraire où l'originalité le dispute à la parodie. Un univers burlesque, unique et fort, une sorte de tonton flingueur, version gore. Myriam Perfetti, Marianne. Voilà. Bon, il y a trop de poussière, il faut que je nettoie parce que je commence à tousser. Il faut que je trouve le 3e. Pour avoir la saga entière.
et voir si je vais la garder ou pas. Mais en tout cas, ça fait vraiment très sobre et très très glauque. Hein. On verra bien ça. À pas lire la nuit. Hein. Ensuite, j'ai pris à 1,99 €. Donc, enfin, le prix initialement était 1,99 €. Moi, il m'a été offert, gentiment offert. Donc, un livre de Kem Nune, Chance, aux éditions 10-18, en super bon état. Somme à pas loin 400 pages. Oh, j'aime bien comment ça sent. J'adore comment les livres sentent. Oh, voilà, assez dense. La vie du docteur Chance, ça c'est assez particulier par contre. Hein. Mais bon, je me suis dit, il faudrait tester. La vie du docteur Chance, psychiatre installé à San Francisco, est sur le point de prendre un virage hasardeux. Les meubles qu'il devait vendre pour régler son divorce n'ont plus aucune valeur et la patiente qu'il tente d'aider à fuir un mariage violent, la magnétique Jacqueline Blackstone, s'avère schizophrène. En même temps que son antiquaire fumeur de crack lui propose de contrefaire son mobilier, Chance tombe sous le charme de Jacqueline. Contre toute attente, le brillant docteur met en jeu sa confortable existence. Malheureusement, ces légères prises de risque vont se révéler bien plus périlleuses que prévu. Donc, la vidéo le soir, formidablement bien écrit. La carte n'a pas tenu longtemps. Donc, avis de le soir, formidablement bien écrit, merveilleusement jouissif et surtout incroyablement drôle. Drôle, on verra. Le monde des livres, un sens consommé de suspense. Et enfin, le Figaro littéraire, Nune réussit un tableau foisonnant et vertigineux d'une Amérique fracassée. Donc, traduit de l'anglais États-Unis par Clément Bod. À découvrir. Et enfin, le tout dernier que j'ai beaucoup apprécié, en tout cas le résumé, à 99 centimes, vous voyez, ils sont tous quasiment dans les tons gris, noir et bleu, mes livres. Donc c'est celui-ci, Hauteville édition, moi j'adore cette édition. J'aime beaucoup comment ça se présente à chaque fois. Par contre, celui-ci, il est quand même, il n'y a presque pas de marge là. Il est bien dense. On est à plus de 700 pages, hein. C'est un beau pavé. Et ça s'appelle donc La chasseresse de Kate Quinn. J'ai du mal à prononcer son nom. Très sobre cette couverture. Donc la lâcheté n'existe pas, tu sais. Pas plus que la bravoure. Tout est une question de nature. Si tu es le chasseur, tu traques. Et si tu es la proie, tu fuis. Et je suis assez réaliste pour savoir que depuis la fin de la guerre, depuis que les vainqueurs ont décidé que j'étais un monstre, je suis la proie. En 1944, l'intrépide Nina Markova fait partie des sorcières de la nuit. Une escadrille de femmes bombardier en Union soviétique. Lorsqu'elle s'écrase en territoire ennemi et se trouve confrontée à une impitoyable meurtrière, sa vie ne tient qu'à un fil. Quelques années plus tard, hanté par les horreurs de la guerre, le journaliste anglais Ian Graham se lance dans la traque des criminels de guerre nazis. Une cible néanmoins semble l'esquiver sans cesse, celle que l'on surnommait la chasseresse. Et seule Nina, l'une des rares à lui avoir échappé, peut la reconnaître. On a la vie de Christine Hanna. La chasseresse est un fascinant roman historique, un roman puissant qui traite des femmes hors du commun. Et en Washington Post, si vous avez aimé Le tatoueur d'Auschwitz de Heather Morris, lisez La chasseresse. Je n'ai pas lu Le tatoueur d'Auschwitz par peur d'être submergée par les larmes, tout simplement. Donc traduit de l'anglais États-Unis par Agnès Jobert. Voilà. Donc très très envie de le découvrir. En fait la couverture, ah non, elle a quand même une toute petite pliure parce que comme il y a des lumières là, j'ai toujours l'impression qu'elle est pliée. Mais oui, si, il y a une toute petite pliure. Mais bon, c'est pas bien, rien de méchant. Voilà, écoutez, je suis très très contente de mes livres. C'est vraiment trop beau. Mais regardez-moi tout ça, déjà bon, ils sont vraiment, on dirait dans le même style tous, parce qu'ils sont tous dans les tons, enfin en tout cas les thrillers, hein, noir, gris, bleu. Et puis bon, policier il reste blanc et puis le reste, voilà, c'est un peu coloré quand même. Donc je suis trop trop contente. Plus qu'à partager les avis de ce que je vais lire, il me faudra que je trouve le 3e tome de c'est anonyme, hein, pour voir ce que c'est. Ou bien il faudrait peut-être que je commence de lire le livre
sans nom pour voir ce que j'en pense et ce que je voudrais vraiment avoir un troisième tome pour voir, pour connaître la suite. Est-ce que c'est complètement délirant ou est-ce que c'est quand même intéressant à voir. Donc aussi pensez à suivre quand même ma chaîne, abonnez-vous et puis activez la petite cloche de notification. Peut-être que je vais vous essayer de vous faire des courtes vidéos pour, je sais pas, tous les jours ou une fois par semaine concernant les histoires de Noël. Certes, Noël est déjà passé, mais ce n'est pas bien grave. De toute façon, c'est toujours intéressant de connaître l'histoire de cette fête mondialement connue. Et ça sera super sympathique et intéressant de découvrir ce qui s'est passé à Noël chaque année qui est décrite ici. Donc voilà, suivez ma chaîne et comme ça vous allez peut-être découvrir ce qui s'est passé telle ou telle année. Peut-être qu'on va même tomber, sûrement on va tomber sur des années de naissance de certains, hein, parce que c'est quand même jusqu'en 2010. Hein. Voilà, sur ce, je vous remercie beaucoup de votre attention. Pensez à vous abonner, activer la petite cloche de notification. Je vous remercie beaucoup encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très bientôt. Ciao!